Bonjour à toutes et tous. Merci de vous joindre à ce webinaire. Aujourd'hui, je serai accompagné de Laurent et peut-être de Nicolas si on a des questions un peu précises sur la partie SOC à la fin de ce webinaire. Et l'objectif de ce webinaire, c'est de parler d'Active Directory, de la sécurité Active Directory, et puis évidemment de vous donner quelques pistes sur les méthodes de détection d'attaque pour vous permettre on va dire, de reprendre le contrôle de la sécurité Active Directory si jamais vous vous posez des questions sur ce sujet. Je m'appelle Sylvain Cortès, je suis security évangéliste pour une société qui s'appelle Alcide. Je suis également Microsoft MVP et je serai accompagné donc de Laurent qui est ingénieur système chez Metis et qui vous parlera dans la seconde partie de ce webinaire du lien entre la sécurité AD et notamment la partie SIEM, la partie SOC avec un petit focus sur Azure Sentinel au niveau de ce webinaire. En termes d'agenda, voilà ce que l'on va couvrir aujourd'hui. Donc, on va partir, on va dire, depuis le début. On va redéfinir ce que c'est qu'une cyberattaque pour bien comprendre comment la mécanique Active Directory se projette au sein d'une cyberattaque. On verra effectivement pourquoi et comment Active Directory est utilisé lorsqu'il y a une cyberattaque. Ensuite, on fera un focus sur la partie détection. Donc, comment détecter des attaques sur Active Directory, comment s'assurer d'être en capacité de voir les signaux faibles avant, après une attaque. On parlera rapidement de la partie détection d'Alcide 4AD. Et pour ceux qui ne connaissent pas, donc Alcide 4AD, c'est une solution logicielle qui permet de faire de la sécurité sur Active Directory. On en parlera rapidement, mais on fera le focus sur le module de détection. On passera assez peu de temps sur la partie prévention, même si je vous expliquerai rapidement ce qu'il en retourne. Ensuite, on basculera sur la partie offre de sécurité Metis et comme je vous l'indiquais, notamment la liaison entre la CQAD et la partie SOC et SIEM. Et puis, nous terminerons sur une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les noter dans le panel de discussion ou de questions-réponses. On prendra les questions à la fin de ce webinaire de manière à pouvoir compléter ce qu'on vous a raconté. Alors, on va commencer sur la définition de cyberattaque. Donc, vous allez voir, c'est très, très simple. L'objectif étant de rappeler les éléments de base qui permettent de qualifier ce que c'est qu'une cyberattaque. Et ensuite, on verra la projection sur Active Directory et comment s'en prémunir. Donc, pour rappel, une cyberattaque, en fait, a toujours au moins une cible parmi ces trois-là. Parfois, ça peut être les trois. Donc, lorsqu'on parle de cyberattaque, en fait, c'est une action qui va viser à compromettre un des éléments que vous avez à l'écran. Donc, par exemple, on va vouloir compromettre la disponibilité. Donc, c'est-à-dire, là, c'est typiquement ce qu'on va avoir lorsqu'on fait une attaque sur un site web public. Par exemple, on veut que le site web public tombe. Donc, on va vouloir atteindre sa disponibilité et faire en sorte qu'il ne puisse plus répondre aux requêtes. On va avoir également des attaques sur la partie intégrité. Donc l'intégrité, alors l'exemple typique, c'est la partie ransomware, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose qui va chiffrer vos données et on va vous demander une rançon de manière à avoir une clé qui permettra de déchiffrer ces données. Donc là, on va viser l'intégrité de la donnée en elle-même et par rebond également sa non-disponibilité pour le business, mais en tout cas, là, on va viser la data elle-même. Et puis, dernièrement, la confidentialité. Donc là, on va faire de l'extraction de données et puis on va vouloir vendre cette donnée. Alors, il y a des marketplaces sur le dark web qui permettent de revendre de la donnée en gros. Ce qu'on constate généralement, c'est que depuis, on va dire, un an et demi, quand on parle de ransomware, l'attaque sur la confidentialité et l'intégrité sont couplées. C'est-à-dire qu'en fait, l'attaquant fait d'une pierre deux coups. Non seulement il va vous demander une rançon pour être en capacité de déchiffrer les données, mais il peut compléter cette demande avec on va dire, une pression sur la divulgation des données qu'il a récupérées. Et évidemment, ce qui se passe techniquement, c'est qu'il va récupérer les données avant de les chiffrer sur votre réseau. Donc, une fois qu'on a compris, on va dire, quels étaient
les différents points d'attache d'une cyberattaque, il faut comprendre ce qui se passe et ce qu'un attaquant va viser pour réaliser cette attaque. En gros, il n'existe au final que trois moyens d'attaquer un système. Alors qu'on se comprenne bien, quand je dis attaquer, attaquant, tout ça, ça vise à définir soit quelqu'un qui est derrière un clavier, c'est-à-dire qui fait des actions, j'allais dire manuelles derrière un clavier, mais ça vise également à définir des attaques complètement automatisées, puisque on va dire la plupart des attaques par ransomware sont faites de façon automatique du début de l'attaque jusqu'à la fin. Donc dans les deux cas, en fait, les techniques et les objectifs sont très similaires. Donc pour attaquer un système, quel que soit le système, que ce soit un système, on va dire un operating system, que ce soit un firewall, un routeur, une imprimante, un IoT, vous avez que trois moyens finalement pour le compromettre. Vous allez premièrement pouvoir utiliser ce qu'on appelle du social hacking, c'est-à-dire faire des recherches, essayer de viser quelqu'un en particulier, deviner son mot de passe avec des méthodes diverses et variées. Il n'y a pas grand-chose à faire contre le social hacking, à part être en capacité d'expliquer à ses collaborateurs, de les former, de les sensibiliser sur des éléments de base qui leur permettront de détecter ou de comprendre qu'en fait, derrière, c'est pas simplement une demande classique, c'est quelque chose qui est lié à de la manipulation. D'un point de vue technique, en fait, il y a deux moyens de compromettre un système. Soit on va utiliser une vulnérabilité de ce système, donc ce qu'on appelle généralement une CVE, c'est-à-dire en gros un patch qui n'aurait pas été passé sur ce système. Et encore une fois, là, on va aujourd'hui beaucoup parler d'Active Directory, mais ce principe s'applique à n'importe quoi. Il y a des patchs pour des firewalls, des switches, des imprimantes, des applications, des operating systems. Enfin, ça s'applique à peu près tout et n'importe quoi dès que vous avez une IP qui est connectée à un réseau. Et puis la deuxième technique, ça sera d'utiliser en fait une mauvaise configuration de ce système. Il se trouve que dans le cadre d'Active Directory, comme on le verra plus tard, c'est très souvent cette deuxième partie qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on va utiliser en fait une mauvaise configuration du système qui peut apparaître ou qui peut être là depuis des années, mais qu'on n'a pas identifié. Et très souvent, il y a une partie de l'attaque qui va tout simplement utiliser cette mauvaise configuration, et c'est ce qu'on appelle en fait des chemins d'attaque. Donc, quand on parle de chemin d'attaque, très souvent, en fait, on parle derrière d'une mauvaise configuration, et puis parfois, on parle d'une combinaison de mauvaise configuration et de vulnérabilité au sens CVE du terme sur l'Active Directory ou sur les systèmes qui sont rejoints à Active Directory. Sur la gauche, vous avez ce qu'on appelle la cyber kill chain. Donc la cyber kill chain, c'est un moyen on va dire, représenter les différentes les étapes qu'on peut avoir lors d'une cyberattaque. Donc c'est un truc assez classique. C'est assez représentatif en fait de ce que va faire un attaquant. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, sur les deux premières étapes, il n'y a pas grand-chose à faire. Parce que la première étape de reconnaissance consiste en gros à faire de la reconnaissance externe, à savoir, je me renseigne sur l'entreprise, je me renseigne sur qui est CTO, je me renseigne sur savoir quel type de matériel ils utilisent. Donc là, il y a tout un tas de techniques qui permettent de le faire. Vous scannez les IP, parfois vous allez être en capacité de savoir si c'est tel ou tel type de firewall. Vous allez regarder dans LinkedIn les positions des gens. Vous allez faire attention pour voir s'ils changent de poste, parce que les moments où les gens changent de poste, ils vont être plus sensibles à des demandes que lorsqu'ils sont sur un poste stable. Il y a tout un tas de techniques qui permettent de faire de la reconnaissance, que ce soit sociale ou technique. La deuxième partie, pareil, ce qu'on appelle l'armement. Donc l'armement va consister en fait pour l'attaquant à construire son arsenal technique pour réaliser l'attaque en fonction de ce qu'il a découvert pendant la reconnaissance. Donc typiquement, si vous avez des firewalls de tel type, l'attaquant va essayer de voir ensuite quelles sont les vulnérabilités de ces firewalls qui n'auraient pas été patchés, typiquement.
Et puis, finalement, on va se retrouver après sur les autres étapes, classiques, donc le delivery, délivrer, la 1re charge au niveau d'une des machines de votre réseau. Donc là, il y a X techniques pour le faire. Un des trucs les plus connus, c'est le phishing, mais il ne faut pas croire que, on ne reçoit, que par mail, des choses. Ça peut être une clé USB, ça peut être via un site web, ça peut être via un download, ça peut être via tout un tas de techniques. Je lisais, dernièrement, un truc qui est très en vogue en ce moment, c'est les pièces jointes, qui intègrent en fait la première partie du code et qui sont envoyées via LinkedIn. Donc vous contactez quelqu'un, vous lui dites ouais, tiens, voilà, ça c'est mon CV, est-ce que tu pourrais regarder, hop, hop, et en fait dans le PDF il y a quelque chose qui fait que donc des moyens de delivery, il y en a X. Le moyen de masse le plus connu, c'est le phishing, mais il existe tout un tas d'autres techniques un peu plus subtiles pour délivrer la première charge. Et puis, ensuite, on va faire ce qu'on appelle l'exploitation. Donc, l'exploitation, ça consiste à exécuter sur la première machine qui sera infectée, la première partie du code. Et on verra tout à l'heure qu'en gros, cette première partie de code, son objectif, c'est de désactiver les défenses locales type antivirus, EDR, etc. Et puis après, on va démarrer la chaîne installation, command and control, c'est-à-dire prendre le contrôle à distance du premier PC. On va aussi, évidemment, derrière, à la fin, activer ces objectifs qui peuvent être, comme on le disait tout à l'heure, viser la confidentialité, viser l'intégrité ou viser un déni de service pour rendre indisponibles les systèmes. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que toutes ces étapes-là vont être attachées soit à l'exploitation de mauvaises configurations, soit à l'exploitation de CVE, soit à l'exploitation de vulnérabilités d'un autre type qu'on appelle des 0D. Donc, juste pour que ce soit clair, une vulnérabilité de type CVE, c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que vous avez un patch, mais vous ne l'avez pas appliqué. Et vous connaissez l'existence de ce patch. Enfin, du moins, la communauté connaît l'existence de ce patch. Après, il existe évidemment des exploitations de vulnérabilités sur ce qu'on appelle des 0D. Ce sont des vulnérabilités non connues, qu'un attaquant a découvert, mais qu'il ne divulguera pas, évidemment, puisqu'il va les utiliser. Euh, Malheureusement, contre le 0D, en termes de prévention, c'est extrêmement compliqué de se prémunir de ce genre de choses. Techniquement, vous ne pourrez en fait que avoir des actions concrètes sur la partie mauvaise configuration ou sur la partie vulnérabilité en termes de CVE. Maintenant, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il existe, on va dire, des techniques d'anticipation pour essayer de contrer une partie des 0D, mais ça reste des choses qui ne sont accessibles que pour, on va dire, des entreprises avec un certain niveau de maturité et des équipes en interne qui permettent de lutter contre ce genre de choses. Ici, vous avez la représentation de ce qu'on appelle en français Mitre Attack. Donc Mitre Attack, c'est quoi? Ce qu'on appelle un framework de sécurité. Donc c'est un peu comme la Cyber Kitchen, si vous voulez, mais on va vous donner des explications un peu plus précises sur les techniques ou sous-techniques qui sont utilisées et qui vont être exécutées pendant une attaque. Donc en gros, vous avez une segmentation par ce qu'on appelle des tactiques. Donc les grandes colonnes que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les tactiques. Donc la reconnaissance interne, l'accès initial, la persistance, l'escalation de privilèges, etc. etc. Donc ça, c'est une tactique. Et sous une tactique, vous allez trouver des techniques et des sous-techniques. Donc vous avez un ensemble en fait de tactiques qui vont être utilisées lors de l'attaque. Et l'avantage de Mitre, c'est qu'il vous fournit des choses assez précises en termes d'information. Il se trouve que le framework Mitre, on en reparlera plus tard, est devenu une espèce de standard sur les outils de sécurité. Et quand on tente de mapper, on va dire, les mouvements qui sont réalisés par un attaquant ou un code sur son réseau, on va vouloir en fait mapper ça avec des techniques ou des sous-techniques au sens Mitre du terme. Et pour info, quand vous cliquez en fait sur l'une de ces cases, vous allez avoir les détails de ce qu'il y a derrière cette technique ou sous-technique, avec des exemples de groupes d'attaquants qui utilisent cette technique, des exemples d'outils qui sont utilisés, et à chaque fois, quand vous cliquez, vous avez des informations supplémentaires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les frameworks de sécurité sont utiles. Mitre est vraisemblablement le framework de sécurité le plus utilisé et vous permet de catégoriser les différents mouvements que vous aurez soit en anticipation, c'est-à-dire que vous allez essayer de vous prémunir contre certaines de ces techniques ou sub-techniques, ou alors, quand vous allez faire de la détection, être en capacité en fait, de mapper ce que vous avez détecté avec quelle est la technique qui est utilisée.
Évidemment, à nouveau, un point important, il faut soit avoir un sous-traitant qui s'occupe de votre SOC, qui soit en capacité de comprendre ces éléments-là, soit avoir en interne, des gens qui soient, capés sur ces, problématiques pour, arriver à, on va dire, obtenir la substantifique moelle de ce que c'est qu'un framework de sécurité. Et puis vous pouvez aussi avoir un mélange des 2, c'est-à-dire avoir des équipes techniques internes, plus un sous-traitant qui vous aide pour, l'accompagnement sur la détection ou évidemment l'anticipation. Alors, une fois qu'on a bien compris le modèle d'une cyberattaque, les frameworks de sécurité, qu'est-ce qui va être visé de la part d'un attaquant, au sein du réseau, on constate finalement que, dans à peu près 85 des attaques, l'Active Directory est utilisé. Donc ça paraît surprenant comme ça, parce qu'on a une vision toujours très, très endpoint de la sécurité malheureusement. C'est-à-dire qu'on se dit: «Bah, voilà, je vais mettre des antivirus, des EDR et puis, ça va faire le boulot». Mais en fait, on se rend compte quand on étudie les attaques que Active Directory est quasiment utilisé de façon systématique et un des meilleurs exemples, c'est évidemment la dernière attaque SolarWinds où le début de l'attaque, en fait, utilise des choses autour d'Active Directory, et puis ça a quand même touché, un certain nombre d'entités importantes aux États-Unis, en incluant même des gens qui travaillent dans la sécurité. Alors pourquoi? Pourquoi Active Directory, on le retrouve systématiquement dans toutes les attaques? Il y a plein de raisons à ça. Il y a des raisons, on va dire, un peu historiques, et puis il y a des raisons liées à ce que c'est qu'Active Directory en tant que tel. Il faut comprendre qu'Active Directory, c'est une techno qui a une vingtaine d'années. Alors, ça ne veut pas dire que la techno en elle-même est mauvaise. Ça veut simplement dire que ça a été installé il y a longtemps. Donc, les designs que vous avez réalisés, lorsque vous avez déployé votre AD, ça a 10 ans, ça a 15 ans, ça a parfois 20 ans. Et évidemment, la façon dont les designs ont été réalisés il y a 15 ans ou 10 ans ne correspondent plus au modèle de sécurité qui devrait être suivi maintenant. Quand je dis maintenant, c'est via le nouveau paradigme qu'on a autour notamment des ransomware. Donc, il y a un énorme boulot pour reprendre en fait les designs qui ont été réalisés il y a des années et les remettre au goût du jour. Et évidemment, c'est des projets qui sont assez longs, qui sont malheureusement un peu coûteux, mais qui sont absolument nécessaires parce que si vous ne le faites pas, vous avez un risque gigantesque de capacité de dissémination au sein de votre entreprise de la part d'un ransomware, parce qu'encore une fois, il va utiliser les faiblesses de design ou les faiblesses de configuration qui sont parfois dans votre AD depuis 10 ou 15 ans. Évidemment, la AD, on le trouve de partout, hein, donc l'attaquant, il sait que vous l'utilisez en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le Fortune 1000, c'est-à-dire les 1000 entreprises les plus grosses de la planète, il y a 96 de ces entreprises qui utilisent Active Directory. Et puis dans les PME, c'est quasiment le même chiffre. Donc voilà, l'attaquant, il sait qu'il va, trouver un AD, ou du moins il espère, et il a de grandes chances de le trouver, donc fatalement, il va faire du code qui va exploiter ce qu'il sait qu'il va trouver. Dernier point qui est important, et ça c'est enfin pourtant c'est relativement simple, mais je retrouve beaucoup, chez certains clients, cette confusion. Il y a certains clients qui pensent que parce qu'ils mettent à jour les domaines contrôleurs, ça corrige l'Active Directory. Non, une mise à jour d'un domaine contrôleur, imaginons que vous ayez, je sais pas, Windows 2008 et que vous fassiez une mise à jour vers, Windows 2016 de vos domaines contrôleurs. Donc certes, vous allez patcher votre OS, c'est-à-dire vous allez appliquer des patchs au sens CVE du terme. Certes, vous allez parfois bénéficier de nouvelles fonctions de sécurité, parce que, l'Active Directory sur la partie sécurité a un peu évolué entre 2008 et 2016, mais toute votre configuration, toute votre base de données Active Directory, elle ne bouge pas. Donc, c'est pas parce que vous mettez à jour vos domaines contrôleurs que vous êtes, on va dire safe d'un point de vue configuration Active Directory. Ça n'a aucun rapport. Si vous avez fait une mauvaise configuration il y a 15 ans, vous pouvez mettre à jour tous les domaines contrôleurs, même vers la dernière version de Windows, ça ne changera rien. Dernier élément qui est important, AD, c'est en fait quelque chose qui bouge, qui vit, quasiment au quotidien. Parce que tous les jours ou toutes les semaines, vous allez, créer des comptes, des groupes, modifier des groupes, déployer des applications, faire des délégations, faire des configurations Kerberos, que vous le fassiez par script, par, outil IAM, ou, complètement manuellement, des erreurs peuvent être réalisées. Et ce qui est un petit peu vicieux, c'est que parfois, certains chemins d'attaque ne sont pas rattachés à une seule mauvaise configuration ou à une seule configuration. C'est-à-dire que
c'est parfois l'existence et l'apparition d'un ensemble de mauvaises configurations qui réalisent concrètement, en fait, l'apparition d'un chemin d'attaque dans votre Active Directory. Et on n'a pas forcément les moyens de se représenter que cette corrélation de changement, en fait, ouvre une porte à un attaquant ou à un code pour, en gros, compromettre de façon massive l'Active Directory. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment ça se passe, j'allais dire, dans la vraie vie? Comment ça se passe en termes de ciblage et à quel moment Active Directory est utilisé lors d'une attaque? Alors évidemment, la première étape, comme on l'a vu au départ, c'est, on va dire, de compromettre une première workstation, ce qu'on appelle généralement un pivot. Lorsqu'on attaque, on va prendre le pas sur une machine et ensuite faire le travail pour se répandre sur les autres machines. Dès que la première workstation est compromise, en fait, Active Directory va être une cible sur deux aspects. Va être une cible sur toute la partie escalade de privilèges, reconnaissance et mouvement latéral. Donc, juste pour que ce soit clair dans les termes, le mouvement latéral, c'est je suis sur, par exemple, une workstation et je veux infecter d'autres workstations. Et le mouvement vertical ou privilege escalation, c'est je suis sur une workstation, mais maintenant je veux compromettre un serveur membre, et puis quand je suis sur le serveur membre, ensuite je veux compromettre un domaine contrôleur, par exemple. Donc sur toutes ces phases-là, l'Active Directory va être exploité, utilisé pour passer d'une machine à une autre et gagner petit à petit en privilège, en sachant que ça peut durer 4 heures, comme ça peut durer 4 mois. L'attaquant n'est pas forcément pressé, le code fonctionne en latence, et ce n'est pas forcément quelque chose qui va s'exécuter immédiatement, et le code sera en capacité d'attendre d'ailleurs que vous ayez fait une nouvelle mauvaise configuration pour exploiter votre AD. Et puis, il y a un autre truc qui est assez marquant également, c'est que AD est quasiment systématiquement utilisé pour faire de la persistance. Donc la persistance, c'est quoi? C'est une fois que vous avez infecté un, un réseau, un Active Directory, en tant qu'attaquant, vous voulez revenir plus tard. Donc, vous allez mettre ce qu'on appelle des backdoors dans la configuration de votre Active Directory qui vous permettront de revenir plus tard. Et là, pareil, Active Directory est utilisé de façon quasi systématique. Et ce qui rend très compliqué, en fait, le choix une organisation, une fois qu'elle a été compromise, elle va avoir deux choix. Soit elle va tenter de nettoyer son Active Directory pour enlever les éléments de persistance, soit elle se dit bah, je ne suis pas en capacité de le nettoyer, il faut que je reconstruise complètement un Active Directory. Alors évidemment, la tentation de la plupart des organisations, c'est de rester sur le premier cas, je veux nettoyer. Sauf que il se trouve que même si on connaît parfaitement la sécurité AD, même si on connaît parfaitement ces techniques, on n'est jamais certain qu'il n'y a pas une backdoor qui va être conservée. C'est extrêmement compliqué. Enfin, moi, je ne dirais jamais à un client à 100%, j'ai nettoyé votre Active Directory, il essaye, vous pourrez repartir. C'est impossible. Si maintenant on descend un peu plus dans le détail, alors vous inquiétez pas, je ne vais pas tout décrire de façon exhaustive. Euh, Là, j'ai mis un exemple qui est un des malwares les plus connus, qui est Ryuk, et qui utilise plusieurs parties de code comme Trickbot, Emotet, etc. Mais en gros, on a vraiment une séquence assez claire de la façon dont fonctionnent les malwares et, en général, et Ryuk en particulier. Ce qui est assez marrant, si je puis dire, c'est que on retrouve les étapes décrites préalablement. Donc, on va avoir sur l'étape numéro 1, le petit 1 bleu, la première partie de l'infection, c'est-à-dire je vais infecter une des machines du réseau. Et la première partie du code, en fait, va avoir deux objectifs. Et c'est pour ça que les antivirus, les EDR, etc., ont tant de difficultés à détecter ces éléments-là, c'est parce qu'en fait, le code est segmenté. Il faut comprendre qu'il n'y a pas une infection massive avec l'intégralité du code. Le code est segmenté généralement en trois étapes qui font des choses très séparées et qui rendent, on va dire, la tâche compliquée sur la partie purement détection endpoint. La première partie de code, son premier objectif, c'est désactiver votre antivirus et l'EDR. Donc, alors ça peut être d'autres choses aussi, ça peut être désactiver le firewall logiciel qui est sur votre machine, enfin bref, il y a tout un tas d'actions, mais en gros, désactiver les défenses locales de la machine. En faisant les choses bien, bien évidemment, c'est-à-dire je vais désactiver par exemple l'EDR, supprimer son service, mais je vais recréer un service fake EDR pour faire croire à la console centrale que tout va bien. Voilà. Après, il y a tout un tas de techniques. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous vous renseignez sur ces sujets, vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines de moyens de faire ce genre de désactivation et de contournement.
Deuxièmement, cette première partie de code va télécharger la suite. Et la suite, c'est justement la partie Active Directory. Donc, ce qu'on appelle TrickBot ou Emotet. Là, ce sont des modules dont l'objectif est de trouver les mauvaises configurations ou les vulnérabilités. Et on a un exemple assez précis. Il y a une sous-partie du code dans TrickBot qui s'appelle Domain Grabber, dont l'objectif est uniquement de faire de l'audit Active Directory. Donc le code va en fait scanner en temps réel votre AD, vérifier s'il y a des vulnérabilités ou des mauvaises configurations, et définir un moyen de faire de l'escalade de privilèges, c'est-à-dire de passer de la workstation, en gros, à domaine dominance, enfin la domination de domaine, ce qui correspond en fait à contrôler l'ensemble de votre entreprise. Donc là, on va avoir deux situations. Soit il y a déjà une faille qui permet de prendre le contrôle du domaine, et là, les choses iront très, très vite. Quand on dit très, très vite, c'est environ 4 heures entre le moment où vous avez ouvert la pièce jointe et le moment où vos données sont chiffrées. Ou alors, il n'y a pas ce qu'il faut, c'est-à-dire que le malware va être capable d'aller infecter un serveur, par exemple, mais ne sera pas en capacité d'aller jusqu'à vos domaines contrôleurs parce qu'il n'y a pas de mauvaise configuration qui le permettent. Et à ce moment-là, Domain Grabber va scanner en temps réel AD. Et il attend. Il attend tout simplement que vous fassiez une mauvaise config. Et dès lors qu'il va trouver une mauvaise config associée à un chemin d'attaque, c'est là où il va déclencher la troisième partie du code, à savoir le chiffrement. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, AD est vraiment au centre de l'ensemble de ces techniques et sera utilisé, encore une fois, de façon quasi systématique. Juste pour vous donner un exemple, alors c'est des exemples assez basiques, mais qui illustrent bien la chose. Un premier exemple de type d'attaque, c'est ce qu'on appelle le password spraying. Donc, le password spraying, c'est deviner quels sont les mots de passe de X utilisateurs. Et en fait, généralement, ce qui va se passer, c'est qu'on va tester un mot de passe, souvent, sur un ensemble d'utilisateurs. En sachant que tout ça est très simple à faire parce que toutes ces informations, la liste des utilisateurs, etc., un simple User Active Directory classique peut avoir accès à ces informations. Donc là, c'est un exemple de code qui se télécharge sur GitHub et qui est basé sur PowerShell, mais il y en a plein qui sont basés sur d'autres types d'exécution. Et on va donc importer le module. Et ce qui se passe, c'est que le module, avant de lancer son script pour faire du password spraying, va analyser en fait la password policy du domaine. Et ça, à nouveau, c'est en lecture seule, donc tout le monde peut la lire. Et il va tenter une authentification en se mappant sur la password policy et sur la lockout policy. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, si la lockout policy, c'est de locker le compte, si par exemple il y a deux mauvaises authentifications en moins de 2 minutes, le script va s'adapter et lancer des authentifications toutes les 3 minutes, par exemple, de manière à rentrer en dessous du radar de la lockout policy et à rentrer en dessous du radar d'un SIEM aussi, pourquoi pas. Donc le password spraying, c'est différent du brute force. Un brute force, vous allez massivement tenter en fait de faire des authentifications. Là, vous allez pouvoir avoir une tentative d'authentification, par exemple, dans mon exemple de vidéo, toutes les 2 minutes, de manière à nouveau à ne jamais locker les comptes et à ne jamais se faire détecter. Et évidemment, l'attaque, si vous avez 50 000 comptes, elle peut durer des semaines et des mois. Ce n'est pas un problème. Encore une fois, le truc attend, même si la machine se coupe, il reprendra là où il s'est arrêté et à la fin, on trouvera des authentifications et on aura un fichier de ce type-là où on aura la correspondance entre les authentifications qu'on réussit et les mots de passe associés à ces comptes. Donc, c'est un moyen extrêmement simple, extrêmement basique, mais qui marche à peu près à tous les coups. On trouve toujours des comptes qui utilisent les 10 mots de passe les plus utilisés, par exemple, les trucs classiques, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les AZERTY, les QWERTY, les passwords. Voilà, ces trucs classiques, ça paraît fou, mais on les a toujours dans un domaine et on va être en capacité de récupérer des mots de passe sans, encore une fois, être opéré, en tout cas, on ne va pas locker les comptes, sous Active Directory avec les mots de passe associés à ces comptes. Et évidemment, si jamais vous chopez ici un mot de passe un compte avec des privilèges, c'est le jackpot pour l'attaquant puisqu'il a déjà toute une partie de son boulot qui est déjà faite. Deuxième exemple, un peu plus sioux,
qui est plutôt un exemple rattaché aux techniques de backdooring. Donc, dans vos comptes Active Directory, vous avez un attribut particulier qui s'appelle Primary Group ID. Et cet attribut, il a de valeur par défaut 513, ce qui correspond en fait au groupe des utilisateurs du domaine. Donc, quand vous créez un user, sans vous en rendre compte, si je puis dire, en fait, quand vous créez un user, cet attribut est toujours à 513, ce qui fait que ce user, par défaut, appartient au groupe des users du domaine. Alors, pour être plus précis, il n'appartient pas vraiment au groupe. C'est juste que quand il va s'authentifier, le user va lire cet attribut-là et va associer en fait à ce user des droits qui correspondent au groupe des users du domaine. Ce qu'on appelle domain user. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des techniques de backdoor qui vont modifier cette valeur et donc qui vont en fait associer une valeur, par exemple 512. Et quand vous modifiez la valeur de cet attribut de 513 à 512, en fait, le user n'est plus, on va dire, domaine user, il est domaine admin, ce qui est évidemment pas la même chose. Et ça, typiquement, c'est des techniques de backdooring qui permettent de se créer un compte avec des droits particuliers sans que ce compte-là appartienne techniquement au groupe domaine admin. C'est là où ça devient vicieux, c'est que si je fais une requête LDAP, je ne verrai pas que ce user est domaine admin. Donc, on a comme ça la capacité de créer en fait des backdoors. C'est un exemple de backdoor pour revenir plus tard. Alors, comment on fait ça? Donc là, en gros, il faut déjà être domaine admin pour faire ça. Donc là, l'objectif n'est pas de devenir domaine admin, hein. L'objectif est de créer une backdoor pour revenir plus tard. Donc, on va se mettre sur un poste et on va exécuter en fait dans deux fenêtres séparées un des trucs les plus connus qui est Mimikatz. Donc là, on va élever ses privilèges pour devenir machine en fait. Donc en utilisant un outil qui est PSExec qui est fourni par Microsoft de plus. Donc via PSExec, je vois que je suis maintenant NT Authority, c'est-à-dire que j'agis maintenant comme le compte machine. Et évidemment, le compte machine, il a le droit de faire tout sur lui-même. Et puis, je vais utiliser une autre fenêtre pour indiquer que je veux pousser les informations en fait vers Active Directory. Donc là, pour la première fenêtre qui est à droite, il faut l'exécuter en tant que local admin sur la machine. Et la fenêtre qui est à gauche, il faut avoir les droits de, pour faire simple, domaine admin sur le domaine, ce qui nous permettra de créer une backdoor plus tard. Donc, je vais lancer Mimikatz des deux côtés. Et d'un côté, je vais indiquer quel est le compte et la valeur que je veux modifier au niveau de Primary Group ID. Et de l'autre, je vais lancer en fait le push de cette modification vers la base de données Active Directory. Donc là, j'indique que je veux changer le compte empereur et modifier sa valeur et le mettre à 512. Et puis ensuite, je vais lancer la synchronisation de cette information et pousser la valeur en fait au niveau du domaine. Et encore une fois, ce qui est très vicieux, c'est que je vais simplement changer une valeur dans un attribut et ça va rendre ce compte-là lui octroyer des droits à domaine admin sans qu'il appartienne en fait au groupe domaine admin. Parce que maintenant, empereur, une fois que j'ai fait cette modification, si je regarde, il a maintenant la valeur effectivement 512, mais si je fais une requête LDAP sur domaine admin, je ne verrai pas que ce compte appartient en fait à domaine admin. Là, il se trouve qu'il appartient à Print Operator, mais il n'appartient à rien d'autre. Donc voilà un exemple, premièrement de découverte de mots de passe et deuxièmement de technique de backdooring. Alors, maintenant, que peut-on faire un peu pour lutter contre ces éléments? Je vais vous parler assez rapidement donc de la solution Alcide et ensuite je passerai la parole à Metsis qui vous parlera de la partie liaison avec le SOC et intégration notamment des outils de défense Active Directory avec un SOC. Donc, pour détecter une attaque, puisque là, on va faire le focus sur la détection d'attaque. Je ne vais pas parler de la partie prévention, c'est-à-dire le fait de bien configurer votre AD, d'avoir en temps réel quelque chose qui vous permette de vous assurer que votre AD est bien configuré. Je vais vraiment faire le focus sur la partie détection. Évidemment, si vous souhaitez évoquer les éléments liés à la prévention, c'est un des gros pans d'Alcide, mais ce n'est pas l'objet, on va dire, du contenu de ce webinaire. Donc, pour détecter des attaques, en fait, il faut savoir où sont les traces des attaques. Donc, les traces des attaques, elles peuvent se trouver dans trois éléments. Dans la base de données Active Directory en tant que telle,
au niveau du répertoire sysvol, qui est le répertoire qui est répliqué sur l'ensemble des domaines contrôleurs, et dans les event logs. Donc, être en capacité de détecter des attaques, c'est collecter les éléments intéressants de la part de ces 3 sources, de les corréler et éventuellement de déclencher des alertes si on a un mouvement suspicieux ou des choses malicieuses semble-t-il, se sont passées dans une de ces sources. Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que certaines attaques n'utilisent qu'une partie. C'est-à-dire que si on fait de la détection d'attaque uniquement sur les logs, typiquement, il y a tout un tas des attaques qu'on ne verra pas. Ce qui est quand même embêtant. Donc, il faut bien avoir ces 3 sources-là pour être en capacité de faire de la véritable détection d'attaque. Pour ça, moi, je conseille toujours aux clients ce que j'appelle la stratégie best of breed. C'est-à-dire, en gros, vous avez des outils spécialisés pour chaque type d'environnement. Ne tentez pas d'utiliser des outils, on va dire, transverses pour faire des choses précises. Ça ne marche pas. Comme dirait l'autre, il y en a qui ont tenté. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des outils spécifiques pour des besoins spécifiques. Donc, si vous voulez sécuriser votre partie réseau, vous avez des outils qu'on appelle des NDR. Si vous voulez sécuriser votre partie endpoint, vous avez des outils qu'on appelle des EDR. Si vous voulez sécuriser votre partie Active Directory, il y a des outils, et notamment Alcide. Et puis, si vous voulez sécuriser les calls to API qui deviennent une des failles aussi exploitées avec notamment l'émergence des systèmes cloud, eh ben, vous avez des systèmes qui vous permettent de sécuriser cette partie call to API. Après, si derrière vous le voulez, bien évidemment, vous pouvez utiliser des outils transverses. Mais des outils transverses n'ont pas la profondeur nécessaire pour faire la détection que ce type de solution peut vous amener en profondeur, parce que là, on parle bien de détection en profondeur sur les différentes briques de votre réseau. Et ne pensez pas que parce que vous avez que un NDR, ou ne pensez pas même que parce que vous avez que Alcide, que tous vos problèmes vont être résolus. C'est un ensemble de solutions qui font qu'au final, vous allez avoir, on va dire, une approche concrète et une approche qui soit exécutable au niveau de la détection des attaques au niveau de votre domaine. Celle-là, je vais la passer. Alors, très rapidement, Alcide for AD, une solution qui peut être utilisée on-prem ou depuis le cloud. La grosse particularité de la solution, c'est qu'il n'y a pas d'agent. Vous ne déployez aucun agent sur les domaines contrôleurs. Et la deuxième grosse particularité, c'est que vous n'avez pas de privilège. C'est-à-dire que le compte de service qui est utilisé pour faire à la fois de la prévention, puisque là, vous avez les 4 éléments que Alcide réalise véritablement, vous n'avez pas besoin de privilèges pour les réaliser. Quelques écrans. Donc là, vous avez un exemple sur les éléments préventifs en haut à gauche. Donc là, c'est du scan de configuration et de mauvaise configuration Active Directory qui vous donne en fait la liste des chemins d'attaque. Vous pouvez vous créer tout un tas de dashboards de sécurité pour être alerté, notamment en temps réel, si vous avez réalisé une mauvaise configuration qui ouvre un chemin d'attaque. Et rappelez-vous, fenêtre de tir 4 heures. Ici, en bas à gauche, vous avez un des exemples qui vous permet en fait de faire de l'investigation de changements dans Active Directory avec ce qu'on appelle le trail flow et surtout de savoir si un changement, c'est le petit point rouge qui est ici, a occasionné l'existence d'un nouveau chemin d'attaque dans votre Active Directory. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, le module de détection d'attaque. Donc, le module de détection d'attaque, ça ressemble à ça. Vous allez avoir une liste, en gros, des attaques que vous allez pouvoir détecter au sein de votre Active Directory. Donc là, c'est un environnement qui ne va pas bien, hein, parce que là, il y a eu quand même un certain nombre d'attaques. Quand vous cliquez sur une de ces attaques, vous allez voir en fait les détails de l'attaque, avec à chaque fois des éléments qui dépendent évidemment de cette attaque. L'IP source, par exemple, ou la destination. Et surtout, vous allez avoir le mappage complet avec le framework Mitre, comme je vous l'indiquais. Et quand vous cliquez sur le premier lien de la description de cette attaque, vous allez en fait sauter directement sur la page Mitre qui correspond à votre attaque détectée. Évidemment, les informations que vous avez dépendent un peu de l'attaque. Si c'est une attaque de type DC Shadow ou Golden Ticket, on ne va pas vous présenter exactement les mêmes éléments parce que les éléments qui vous intéressent en tant qu'investigateur ne sont pas les mêmes. De la même manière,
Donc là, c'est un autre exemple avec des async. De la même manière, si vous avez une attaque de type password spraying, ce que je vous ai montré tout à l'heure, bah, vous allez vouloir savoir quels sont les comptes qui ont été visés par cette attaque. Donc, encore une fois, les informations que vous allez trouver ici dépendent un petit peu de l'attaque et du contexte de l'attaque et vous allez vouloir avoir des informations un petit peu différentes. Évidemment, si vous avez un SOC, ce qui est une très bonne idée, vous allez pouvoir envoyer l'information comme quoi Alcide 4AD a détecté une attaque vers votre SIEM. Donc là, on utilise un protocole de base qui s'appelle syslog. Donc ça veut dire que ça marche avec n'importe quel SIEM, mais on a des intégrations spécifiques avec certains SIEM. Donc les 3 SIEM avec lesquels on a on va dire des intégrations spécifiques, pour faire très simple, on est présent dans la marketplace du vendeur de SIEM et quand vous activez en fait ce plugin ou ce module, en gros, vous avez déjà sur étagère l'ensemble des trucs dans votre SIEM. Vous n'avez pas besoin de faire de paramétrage particulier. Les 3 SIEM pour lesquels on a des choses particulières, c'est Splunk, QRadar et Azure Sentinel. Donc, pour résumer, Alcide 4AD, ça permet de faire de la prévention, mais on n'en a pas du tout parlé. Ça permet de faire de l'investigation sur changement ou du threat hunting, et on n'en a à nouveau pas parlé. Et aussi de la détection d'attaques spécifiques au monde Active Directory. Je vais maintenant laisser la main à mes collègues de Medsys. Alors bonjour à tous. Pour ma part, je m'appelle Laurent Cosmio, je suis ingénieur sécurité et participe activement au service manager et au SOC au sein de Medsys. Nous, on travaille bien évidemment avec Alcide et pour ma part, je suis certifié niveau 2, qui est actuellement le plus haut niveau de certification disponible pour les prestataires, sachant qu'on réalise le niveau 3 en collaboration avec Alcide directement. Aujourd'hui, le but, ça va être de vous présenter ces 2 services pour lesquels je travaille et de quelle manière on peut vous accompagner dans vos démarches et dans l'exploitation de vos données. On va pouvoir travailler avec différents outils, que ce soit Sentinel, QRadar et j'en passe. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'interopérabilité entre Alcide et Sentinel afin de lever des alertes au sein du SOC. Nous, on est capable d'automatiser certaines tâches et processus. Ça va entre autres nous permettre de créer automatiquement des tickets sur certaines alertes qui remonteraient dans Sentinel. Et c'est là où on va aussi pouvoir apporter notre plus-value, que ce soit sur la levée de l'alerte, son traitement et sa remédiation. Il y a 2 architectures possibles au sein d'Alcide. Donc, il y a la première architecture qui est on-premise, où effectivement, vous avez la vous disposez d'Alcide au sein de votre architecture. Donc là, on va ajouter une VM ou une machine physique, mais j'espère que vous en êtes plus là, pour créer un syslog. Et ce syslog va renvoyer les alertes Alcide vers un workspace log analytique et donc du coup qui sera disponible dans Sentinel. Si on regarde la deuxième slide, hop. Donc là, on arrive sur l'architecture cloud. Donc effectivement, là, du coup, on va créer une VM dans votre tenante Azure. Et cette même VM renverra toujours vers Log Analytics. Dans les 2 cas, on va installer juste un petit agent qui s'appelle Log Analytics pour Linux. Et donc, du coup, on va pouvoir choisir les journaux qu'il doit renvoyer. Je vous rappelle qu'à partir du moment où on exploite de la donnée vers Log Analytics, du coup, il y a une petite facturation. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut auditer auparavant. On va voir maintenant les différents workbooks mis en place. Donc, il y a un premier workbook qui va permettre de récupérer tous les indicateurs d'exposition qu'on retrouve directement dans la console d'Alcide aussi. Sur la slide suivante, on va pouvoir les énumérer. Donc, je les ai pas tous mis. C'était juste pour vous montrer les différents niveaux de criticité. De toute façon, il y a déjà Sylvain qui parle beaucoup de ces indicateurs dans ses différents webinaires que je vous invite à consulter. Donc, pour simplement en évoquer quelques-uns, donc on va pouvoir retrouver, par exemple, les mots de passe qui seraient stockés en clair dans certains attributs Active Directory, les utilisateurs qui seraient à privilège mais qui ne seraient pas placés dans le groupe Protected Users, etc., etc. Donc, tous ces indicateurs-là, on va pouvoir les retrouver dans Sentinel de façon très rapide grâce à ce workbook.
Donc, on va voir la vue de Sentinelle. Donc, on va pouvoir trier toutes les alertes par criticité. Donc, on va retrouver les 4 niveaux de criticité d'Alcide, le critical, le high, le medium et le low. Moi, dans mon environnement de test, j'ai pas eu le temps de faire trop de dégâts, donc j'ai pas relevé beaucoup d'événements. Mais ça, c'est une des vues que vous pourrez retrouver dans Sentinel, donc pour exploiter les alertes. Euh, Maintenant, on passe. Voilà, donc une deuxième vue de Sentinel qui concerne cette fois le nombre d'IOI qui sont levés sur 24 heures, par exemple. Donc, voilà, ça permet de recenser toutes les attaques et toutes les expositions possibles sur le réseau. Pour ce qui est de la partie Alcide for Detect, donc c'est un nouvel outil qu'Alcide propose. Donc pour le moment, le workbook il n'est pas encore disponible, mais Alcide devrait le mettre rapidement à disposition. Donc toujours pour intégrer ces remontées dans Sentinel. Et donc on arrive maintenant à la partie du SOC Metis. Donc pour nous le SOC Metis et le service manager. Donc, on est toute une équipe d'ingénieurs qui réalisent à la fois des installations, des configurations concernant les outils de sécurité, mais également l'exploitation des données, la remédiation et la réponse sur incident. Donc, il est possible de nous contacter via différentes méthodes. Donc, il y a la levée d'alerte directement par Sentinel, la possibilité de créer un ticket sur notre portail web, de nous envoyer un mail, de nous téléphoner si en ce moment vous avez besoin de parler à des personnes physiques et que vous sentez le besoin de communiquer. On n'a plus les pigeons, ils n'ont pas passé l'hiver, donc pour cette partie, il faudra éviter. En ce qui concerne la réception de l'alerte, donc du coup, ça va se faire soit automatiquement par Sentinel, comme je l'ai dit, via nos workbooks automatisés, soit en contact avec un opérateur du SOC. Bien évidemment, le but pour nous, c'est de vous fournir un accompagnement au niveau du support N1, N2 et N3. Et comme je le disais juste avant, le N3, ça se passe directement aussi avec les ingénieurs d'Alcide pour nous. En complément, le service managé d'Alcide, donc qui va comprendre du coup les interventions du SOC Med6, un accompagnement personnalisé, évidemment la customisation des indicateurs, des dashboards et des différents tableaux qu'on va pouvoir trouver dans vos consoles. Le but aussi, c'est de mettre en place un comité mensuel. Ça va nous permettre de définir des priorités d'intervention et de remédiation sur les indicateurs que vous allez pouvoir retrouver dans Alcide. Et bien sûr, on va suivre leur évolution et l'évolution globale de la sécurité de votre infrastructure grâce à ces comités. Merci. Donc, juste pour conclure, avant de passer à la partie Q&A, donc la partie questions-réponses, pardon, euh, quelques sources d'infos. Donc, évidemment, on vous invite à aller sur le site de Med6 ou le site d'Alcide pour avoir des informations complémentaires. Et n'hésitez absolument pas à contacter Med6 si vous avez besoin d'infos supplémentaires sur la partie SOC, la partie AD, la partie Sécu. On a beaucoup parlé de détection, mais Med6 propose également des services de rémédiation en amont, c'est-à-dire d'anticipation des problèmes. Et croyez-moi, il vaut mieux anticiper les problèmes plutôt que détecter des attaques. Donc voilà, les équipes de Med6 sont formées, elles connaissent très bien ces sujets. Donc n'hésitez pas à les contacter encore une fois. Si vous voulez des informations supplémentaires sur la solution Alcide, les gens de Med6 peuvent vous répondre et vous pouvez aussi évidemment avoir des infos complémentaires sur notre site web. Deux autres éléments, pour ceux qui ne connaissent pas encore, rappelez-vous qu'il y a un événement qui est dédié à la gestion des identités tous les ans, qui aura lieu cette année en octobre, qui s'appelle les Identity Days. Pareil, je vous invite à suivre cet événement et à vous enregistrer quand les enregistrements seront disponibles au niveau du site web.
Et vous avez également un groupe sur LinkedIn qui s'appelle l'Acadime, qui est l'Acadime d'ailleurs, qui est l'association qui organise les Identity Days et qui fédère l'ensemble des gens qui ont des problématiques autour d'Active Directory ou de la gestion des identités de façon plus large. Donc là, ça intègre, on va dire aussi, des problématiques autour du SSO, d'Azure AD, de la fédération d'identité, du MFA, etc. Donc c'est plus large qu'Active Directory, mais voilà, c'est un groupe francophone. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous serez en contact avec des gens qui parlent français et qui ont à peu près les mêmes problématiques que vous. Pour terminer, encore une fois, on est disponible pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous. On va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. Donc, je vous invite à utiliser le module de discussion ou de questions-réponses pour poser vos questions de manière à ce qu'on puisse vous donner des informations complémentaires. Alors, j'ai vu, il y a Benoît Fontaine qui posait une question. Alcide n'a pas besoin du privilège Replicate Directory Change. Pas du tout. Voilà. Voilà. Non, alors pas du tout. Et heureusement que non, parce qu'en fait, c'est un privilège très élevé au final, puisqu'il permet notamment une attaque de type DC Sync. Alors, je sais qu'il y a des applications qui nécessitent ce type de privilège. Euh, pour être très honnête avec vous, j'en ai installé quand j'étais jeune, quand j'étais petit. Non, Alcide n'a besoin d'aucun privilège, on utilise un compte utilisateur classique qui n'a aucun privilège du tout. La philosophie qui est derrière, pourquoi on insiste sur le fait de ne pas installer d'agent et de ne pas avoir de privilèges élevés, c'est qu'en fait, quand vous installez un agent, enfin notamment un agent non Microsoft sur des domaines contrôleurs, par définition, vous augmentez la surface d'attaque de votre domaine contrôleur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous augmentez la surface d'attaque d'un système dès que vous installez des binaires qui ne sont pas des binaires Microsoft. Et donc, on ne veut pas avoir ce type de risque. Pourquoi maintenant on ne veut pas de privilèges? C'est parce que, imaginons, alors, on va faire un raisonnement par l'absurde, mais c'est pas grave. Mais imaginons que quelqu'un prenne le contrôle de votre plateforme Alcide. En fait, il n'aurait pas de droit particulier vis-à-vis de votre Active Directory. Donc, en installant Alcide, à nouveau, vous n'augmentez pas votre surface d'attaque et vous n'augmentez pas votre risque lié à Active Directory, ce qui serait un comble pour une solution de sécurité Active Directory. Donc oui, effectivement, Benoît nous dit SharePoint, mais il y a même des solutions de sécurité, en fait, qui nécessitent ce type de droit pour capter des informations, mais nous n'en avons pas besoin. À savoir que dans tous les cas, l'infra Alcide, elle n'a pas besoin d'être dans votre domaine. Elle est en workgroup avec simplement un compte du domaine qui est simple domain user et elle n'a pas besoin de plus pour fonctionner. Et on ne l'a pas précisé, mais depuis une même instance Alcide, vous pouvez contrôler plusieurs forêts, plusieurs domaines. Voilà, ce n'est pas une installation Exact. par domaine ou forêt. Voilà, on peut de façon centrale piloter. On a je crois que le client qui a le plus de forêts, je ne veux pas dire de bêtises, c'est au-delà de 200 forêts. Donc, je dis bien forêt, pas domaine. Donc voilà, on peut tout contrôler depuis une seule plateforme unifiée. Bon, j'ai l'impression qu'on a été très très clair, Nicolas. On a perdu tout le monde Ouais. au déjeuner. Ils ont faim, ils sont partis manger. Non, mais on peut aussi se dire que nous avons été très bons et très clairs dans nos explications. On a le droit. Je pense que la présentation était très bien déroulée. Merci Sylvain pour tous les détails que tu as pu donner. Merci également Laurent pour tous les compléments qui notamment ont parlé du SOC et du service manager que nous pouvons assurer autour de vos produits. N'hésitez pas à nous contacter donc, si vous avez des besoins, des questions ou une étude à monter. On se fera un plaisir de vous répondre. Donc, vous avez nos coordonnées sur on le a dernier juste slide. une question. On nous demande si c'était enregistré. La réponse est oui. Et est-ce qu'on pourra avoir le lien de la présentation? La réponse est oui. Ce sont les personnes de Métis qui reviendront vers vous et qui vous fourniront ces informations. Parfait. Écoutez, merci messieurs. Et puis, je pense qu'on peut vous souhaiter bon appétit. Merci à toutes et tous. Bonne fin de journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.